Imaginons une seconde que le monde matériel autour de nous n'existe pas du tout. C'est la grande angoisse classique, ça. Ouais, exactement. Que la texture de cette table sous mes doigts, ou l'écho de cette pièce, en fait, tout ça ne soit qu'une immense illusion générée par l'esprit. C'est ce que murmurent pas mal de grands philosophes depuis des siècles, oui. Absolument. Et selon eux, notre certitude basique et immédiate de la réalité matérielle, ce serait une immense naïveté intellectuelle. C'est vraiment la provocation métaphysique par excellence. Le but de ces théories, c'est de... De nous faire perdre pied, non? Exactement. De retirer le tapis sous les pieds du fameux bon sens. Et de plonger notre intellect dans un espace où on ne sait plus du tout comment définir le vrai du faux. Tout devient flou. Tout se dissout dans l'abstrait, quoi. Mais bon, bienvenue dans cette nouvelle exploration en profondeur. Parce qu'aujourd'hui, notre mission est assez audacieuse. Très audacieuse même. On va prouver par A plus B que ce bon sens du quotidien est en fait mathématiquement et logiquement bien supérieur aux théories acrobatiques de tous ces philosophes. Et pour ça, nous allons nous appuyer sur une analyse incroyable tirée de l'ouvrage The Principles of Psychology. Un livre publié par Herbert Spencer en 1855, c'est ça, C'est ça. Cécile? Et ce texte, c'est pas juste une petite discussion de salon. Spencer fait une véritable autopsie de l'intelligence humaine. Ouais, il décortique tout. Ouais. L'idée, c'est de ne rien prendre pour acquis, de réduire nos pensées complexes à leurs atomes les plus fondamentaux, pour trouver le composant sur lequel repose toute notre compréhension du monde. La question centrale pour quiconque écoute cette discussion, c'est de se demander comment nous pouvons être certains de ce que nous savons. C'est le nœud du problème. D'accord, décortiquons un peu tout ça. Pour défendre le bon sens, il nous faut une fondation inébranlable. Spencer appelle ça le postulat universel. Un critère de vérité absolue? C'est ça. Et quand on cherche un point de départ indiscutable, on pense direct à René Descartes, non? Mhm. Son fameux « je pense donc je suis ». Le cogito ergo sum, il pensait avoir trouvé le socle ultime en doutant de tout. Sauf que Spencer trouve une faille béante là-dedans. Une faille immense, oui, et elle se cache dans un seul petit mot. Ah bon? Lequel? Le mot donc. Quand Descartes dit « je pense » puis qu'il utilise le donc pour déduire « je suis », il présuppose un truc énorme. Qu'il a le droit de faire une déduction. Exactement. Il présuppose que la capacité de l'intellect à déduire une chose d'une autre est naturellement infaillible. Attends une seconde. Il utilise la mécanique de la logique pour prouver sa propre existence, alors que son but, c'était de douter de la logique elle-même. Voilà, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est absurde en fait. Pour faire un argumentaire valide, il faut déjà assumer que l'argumentation est fiable. C'est le piège parfait. Essayer de prouver la raison par la raison. Ce que nos sources montrent, c'est que l'élément primordial de l'esprit, c'est pas l'existence ou la conscience. C'est quoi alors? C'est la croyance. La croyance, genre la foi. Pas la foi religieuse, non. La croyance au sens très primitif et viscéral. La capacité de reconnaître qu'une chose est ou n'est pas. Sans ça, impossible de prononcer le mot donc. Ah, je vois. L'analyse utilise une image super parlante pour ça d'ailleurs. Laquelle? Elle dit que prouver la conscience par la conscience, c'est comme essayer de soulever la chaise sur laquelle on est soi-même assis, juste en tirant sur les barreaux en dessous. C'est une excellente métaphore. On devient son propre obstacle. On te passe extraire de sa propre fondation, quoi. La croyance, c'est cette chaise. Notre esprit est assis dessus en permanence. Essayer de l'examiner de l'extérieur sans tomber, c'est juste impossible structurellement. D'accord, mais ça soulève un gros problème, non? Dis-moi. L'histoire humaine est pleine de croyances totalement délirantes, des superstitions, des erreurs grossières. Si la croyance est notre seule base, comment on fait le tri entre le vrai et le faux? C'est là qu'intervient le fameux test de Spencer. La seule méthode pour vérifier une perception, c'est de tester l'inconcevabilité de sa négation. L'inconcevabilité de sa négation. C'est un peu dense comme formule. Un peu, oui. Mais c'est simple en fait. Donc en gros, si mon cerveau n'arrive absolument pas à imaginer le contraire d'une situation que je vis, c'est la preuve que c'est vrai. C'est le cœur du mécanisme. Prends un exemple extrême. Tu plonges ta main dans un seau rempli de glace. Aïe. Ouais, le froid est fulgurant. À la milliseconde où tu ressens cette brûlure glacée, tu ne peux absolument pas concevoir que tu ressens une chaleur douce et réconfortante. Ah ouais, impossible. L'esprit bloque. Cette barrière cognitive infranchissable, c'est ta seule garantie d'authenticité de l'instant présent. C'est fou. Mais attends, je vais faire l'avocat du diable 2 secondes. Je t'en prie, vas-y. La source cite une objection très connue de John Stuart Mill. Et elle frappe fort. L'objection historique, oui? Bah oui, historiquement, plein de gens trouvaient inconcevable qu'il y ait des humains vivant de l'autre côté de la Terre. Les fameux antipodes. C'est vrai.
Imaginez des gens la tête en bas, tirés par la gravité vers le centre, ça faisait disjoncter la raison à l'époque. Et pourtant, ils avaient tort. Donc, l'inconcevabilité, c'est juste un manque d'imagination, non? Cela soulève une question importante sur la manière dont notre savoir évolue. L'argument de Mill a le poids de l'histoire pour lui. Clairement. Mais Spencer a une parade chirurgicale. Il sépare les concepts simples des concepts complexes. Mill confond une perception directe avec une immense architecture théorique. C'est-à-dire, comment le cerveau voit la différence? Penser aux antipodes, c'est pas une sensation brute comme la glace sur la peau. C'est un assemblage. Il faut imaginer une sphère géante, une force d'attraction, des humains dessus, des orientations spatiales. Ça fait beaucoup de variables à gérer d'un coup, hein? Exactement. Chaque fois que tu ajoutes une variable, tu fais une transition logique. Et c'est dans ces transitions que l'erreur se glisse. Donc, plus on fait d'étapes, plus on a de chances de se tromper. Voilà. Le test de l'inconcevabilité n'est parfait que pour des pensées indécomposables, sans assemblage. C'est comme le téléphone arabe, en fait. Très bonne comparaison. Si on traduit un texte du français au chinois, puis au russe, puis à l'espagnol pour revenir au français, le message de base est massacré. La vérité pure, elle est dans l'étape directe. C'est exactement ce que dit Spencer. Les chaînes logiques longues sont dangereuses. Et ironiquement, pour critiquer Spencer, Neil utilise des arguments hyper complexes. Sans se rendre compte qu'il suppose que sa propre logique est infaillible. Exactement. Si on détruit cette boussole interne, toute la science et les mathématiques s'effondrent avec. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'on a maintenant une arme secrète pour tester les philosophes sceptiques. Le ring est ouvert. Réalisme contre idéalisme. D'un côté, le bon sens brut qui dit que l'univers matériel existe, de l'autre, les systèmes vertigineux. Comment l'inconcevabilité tranche ce débat? Par les mathématiques pures, c'est une question de probabilité. Moins on fait d'étapes, plus on a de certitude. Tout à fait. Une vérité directe gagnera toujours contre une déduction pleine de liaisons. Parce que la friction cognitive augmente à chaque étape. Prenons un objet simple. Un livre sur une table. D'accord. Le bon sens dit que le livre existe. Je le touche, il est là. Une seule étape. C'est inconcevable qu'il n'existe pas pendant que je le touche. Fin de l'histoire. C'est d'une économie parfaite. Mais regarde le système idéaliste de George Berkeley, par exemple. Il disait que la matière n'existe pas, c'est ça. Oui, que seules les idées dans notre esprit sont réelles. Mais pour faire tenir ça, il doit postuler l'existence de l'esprit, puis l'existence des idées séparément, puis la nature du contenant qui les abrite. Waouh, ça fait 3 ou 4 athées logiques invisibles juste pour justifier qu'un livre n'est pas un livre. C'est lourd. Et David Hume, le sceptique, est encore pire. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait lui? Il dit qu'on doit s'arrêter aux impressions sensorielles et qu'on ne peut pas prouver la matière externe. Et Spencer le coince comment? En autopsiant le mot impression. Pour qu'une impression existe cognitivement, il faut forcément une chose qui imprime et une chose passive qui est imprimée. Attends, on compte les étapes. L'impression, la chose matérielle, la conscience qui reçoit et le lien entre tout ça. Ça fait 4 variables. 4 étapes super fragiles, oui. Tout ça pour essayer de détruire une évidence qui se passe en une seule étape immédiate. Voilà. C'est comme rajouter 10 rouages inutiles dans une horloge. Ça augmente juste les chances de tomber en panne. Le réalisme éclate donc tout le monde, grâce à sa simplicité. Même Kant en prend pour son grade, d'après les sources. Ah oui, Kant. Il avançait que l'espace et le temps n'étaient pas réels, mais juste des catégories de notre esprit, des lentilles déformantes. Sauf que si j'essaye de concevoir un espace infini contenu à l'intérieur de mon petit esprit subjectif, mon cerveau court-circuite complètement. C'est normal. Kant te demande de marier 2 concepts incompatibles, le vide infini d'un côté et l'identité personnelle immatérielle de l'autre. C'est littéralement impensable. C'est comme essayer d'imaginer un cercle carré. Non. C'est le même principe. La phrase est correcte grammaticalement, on peut l'écrire au tableau, mais l'esprit refuse de créer l'image mentale. Donc la grammaire peut nous mentir. Et le bon sens gagne par pure économie cognitive. C'est brillant. C'est la préservation des étapes logiques qui sauve la certitude. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Sortons de la philo. Parce que la source dit un truc fou. Cette mécanique sert à construire des ponts. On entre dans le raisonnement quantitatif. Et oui, la physique et la géométrie utilisent exactement ce même schéma mental. C'est l'histoire de l'ingénieur, c'est ça. Oui, l'ingénieur qui a construit un pont tubulaire en fer. Tout tient parfaitement. Et on lui demande de construire le même pont, mais 2 fois plus grand. L'intuition basique dirait, suffit de doubler l'épaisseur et la taille des poutres. Ce qui provoquerait un effondrement direct du pont. Ah bon, pourquoi? À cause d'une asymétrie physique. L'ingénieur sait que le poids, la force qui veut détruire le pont, augmente au cube.
Mais la résistance du métal, elle, n'augmente qu'au carré. Donc le poids explose beaucoup plus vite que la solidité. Exactement. Et ce qui est fascinant ici, c'est comment il sait ça. Il n'a pas coulé le métal du deuxième pont pour vérifier. Bah non, sinon ça coûterait une fortune en crash test. Son intelligence n'a pas comparé deux objets physiques. Elle a comparé deux relations. Le ratio entre force et résistance du petit pont n'est pas le même que le ratio du grand pont. L'esprit est donc une machine à percevoir des relations invisibles, pas des objets en soi. C'est ça. On jauge l'égalité ou l'inégalité. Et pour bien comprendre, la source donne l'exemple ultime du géomètre. Je le trouve génial cet exemple. Vas-y, raconte-le, il est très visuel. Alors on a un géomètre qui travaille avec une règle. On va l'appeler la règle B. Elle est calquée sur la règle A, l'étalon officiel gardé par l'État. D'accord. Un jour, la règle B se casse. Et le même jour, un incendie détruit les archives de l'État et l'étalon A part en fumée. La catastrophe totale pour notre géomètre. Mais il trouve une solution. Il achète une règle C, qui avait aussi été calquée sur A avant l'incendie. Et là, il reprend son travail en totale confiance. Ces mesures avec C correspondront à ses anciennes mesures avec B. Le mystère, c'est de savoir d'où vient cette confiance aveugle. Parce qu'honnêtement, le cerveau humain est incapable de se souvenir visuellement au micromètre près de la taille de l'objet A disparu il y a des années. C'est là que la stratégie du cerveau est fabuleuse. L'esprit ne mémorise pas la longueur physique exacte, Qu'est-ce qu'il mémorise alors? la relation d'égalité. L'esprit se souvient de l'instant où A et B étaient parfaitement superposés. Il a gravé cette égalité. Il lâche la matière pour garder juste l'idée pure de l'égalité. Et comme A et C sont aussi égaux, paf, la logique s'impose. B et C sont égaux. C'est ça, sans cette capacité à s'emparer des relations conceptuelles, on ne pourrait pas construire des gratte-ciel ou des réseaux de communication. Toute la connaissance humaine repose là-dessus. C'est le grand résumé, oui. Qu'on parle de l'existence d'une table ou de la survie d'un pont, on détecte des relations. Et on en est sûr parce qu'on ne peut viscéralement pas imaginer leur contraire. C'est dingue. Et l'exploration se termine sur une ouverture complètement vertigineuse. Ah oui, l'hypothèse finale de Spencer. Il dit que cette inconcevabilité, cette incapacité à imaginer le contraire, c'est juste le résultat de l'expérience humaine qui s'est accumulée. On s'est tellement cogné contre les règles de la physique que notre cerveau est câblé comme ça. L'horizon devient dynamique du coup. Ouais. Quiconque écoute peut se poser la question. Avec la physique quantique aujourd'hui, les dimensions invisibles, est-ce que dans plusieurs siècles, l'expérience humaine va recabler notre cerveau? C'est possible. Ce qui est inconcevable aujourd'hui pourrait devenir évident demain. L'humanité pourrait devoir redéfinir totalement ce fameux bon sens. Mais en attendant ce grand bouleversement, Le bon sens actuel reste l'outil le plus robuste qu'on ait. le plus économe en énergie en tout cas. Merci à tous d'avoir suivi cette discussion et gardez toujours un esprit critique sur vos propres évidences.